êtes en forme? Ouais. On a une formule spéciale ce soir. On va vous faire une première partie que moi et Henri, on va vous présenter des aspects plus théoriques sur l'économie du crime puis sur le commerce de drogue international, plus sur les politiques publiques du drogue. En tout cas, on va parler du thème, vraiment plus théorique. Et ensuite, on va avoir des beaux ateliers pour qui va venir répondre à certaines choses que vous allez devoir faire pendant la simulation, soit répondre aux questions, faire des discours, puis écrire des résolutions. Donc, on va avoir des petits ateliers que vous allez pouvoir suivre en petits groupes avec Alexandre, Félix et Henri sur la question. Puis ça va permettre de vous préparer aussi pour la semaine prochaine, puis que la semaine prochaine ne sera pas filmée, vu que ça va être vous qui allez participer à cette partie-là, comme j'avais dit la semaine passée. Que vous allez, avec aujourd'hui, vous allez écrire des speeches, ben on va pouvoir faire cette mini-simulation-là qui va avoir le thème de manger local sur vos idées personnelles et tout ça. Donc avec Henri, vous allez pouvoir voir un récapitulatif de comment faire un bon speech, qu'est-ce qu'il faut écrire, puis après ça, on va voir comment faire des résolutions, tout ça. La semaine prochaine, on va vraiment plus axer sur le speech de la prestance en avant, parce qu'on ne commencera pas à essayer de faire une résolution en 2 heures, là, ça va être cacophonique sinon. Donc, on va commencer avec la partie en haut. Donc, ce soir, moi, je vais vous parler de l'économie du crime. Donc, c'est l'analyse économique des crimes. Donc, essayer de comprendre le comportement d'un criminel, mais aussi d'essayer de trouver des solutions avec l'approche économique pour réduire les crimes dans la société. Donc, on va commencer avec un petit rappel. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire qu'est-ce que l'économie? Je vous avertis, je vous demande beaucoup d'intervention dans la présentation, mais ce serait bien que ça participe un petit peu plus. Sinon, ça va être long. C'est faire des choix pour combler des besoins illimités avec des ressources limitées. Oui. Donc, c'est ça. Donc, la science économique, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas nécessairement la science de l'argent. C'est vraiment la science des choix. Comme Steve l'a dit, pour un économiste, un individu a une infinité de besoins qu'il veut combler. Donc, ça peut être se vêtir, se loger, se nourrir ou juste se divertir. Mais en contrepartie, on n'a pas une infinité de ressources pour accomplir ces besoins-là. Donc, on n'a pas le choix de faire des choix entre les différents besoins qu'on veut assurer en fonction des ressources limitées dont on dispose. Quand on parle de ressources, on peut penser à l'argent, c'est pas mal la ressource la plus connue, mais aussi, on peut aussi penser au temps, qui est une ressource auquel on pense moins, mais qui est, selon moi, tout aussi importante, si ce n'est pas plus importante que l'argent pour la science économique. Donc, pour faire ces choix-là, l'économiste considère que l'individu doit faire des arbitrages rationnels, c'est-à-dire évaluer les pour et les contre de chaque choix pour déterminer lequel est le plus bénéfique pour soi. Donc, comme je dis, l'économiste considère qu'on est un être rationnel. Donc, tout le monde dans cette classe ici peut utiliser sa raison pour faire un choix. Donc, à chaque fois que vous allez prendre une décision, vous allez évaluer les avantages que peut vous apporter cette action-là et également les inconvénients. Et c'est juste si vous évaluez que les avantages sont supérieurs aux inconvénients que vous allez effectuer cette action-là. L'avantage d'une action, c'est simple, c'est ce qu'on peut en bénéficier. Mais lorsqu'on parle de l'inconvénient, c'est un petit peu plus complexe. Déjà, il faut évaluer tous les coûts que ça apporte. Par exemple, donc, ça peut être des coûts pour faire une action, par exemple, l'argent qu'on investit ou le temps. Mais il y a aussi d'autres données qu'on prend un peu moins en compte, que l'économie développe, c'est ce qu'on appelle le coût de renonciation. Donc, le coût de renonciation, c'est la valeur de la meilleure option qu'on écarte lorsqu'on prend une décision. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner un petit exemple, ça va être un peu plus clair. Dans le fond, imaginons que vous décidez vous avez un examen, on est jeudi soir, vous avez un examen le lendemain. Donc, vous voulez réviser puis avoir une bonne nuit de sommeil pour réussir votre examen. Il y a des gens stressés dans la salle, mais c'est pas grave. Mais là, vous avez un appel de vos amis qui vous invitent à aller au POBU pour vous amuser de manière responsable comme des adultes, bien entendu. Donc là, vous hésitez. Est-ce que je vais réviser pour mon examen ou est-ce que je vais aller au POBU? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un arbitrage rationnel. Donc vous allez évaluer les avantages et les inconvénients. Par exemple, si vous décidez d'aller au POBU, les avantages, après de voir vos amis, socialiser, déstresser avant l'examen,
Donc, ça peut être quand même assez avantageux. Mais si vous évaluez les inconvénients, des fois, ça peut être le transport pour s'y rendre, si vous habitez relativement loin. Donc, ça peut être l'autobus, donc parfois un coût monétaire, mais aussi du temps. Une fois sur place, les boissons que vous allez acheter, c'est aussi un coût. Puis sinon aussi, quand vous allez revenir, c'est souvent en taxi, donc vous avez... Vas-y. C'est bon. Donc, ça va être aussi un coût et du temps également. Mais il y a aussi le coût de renonciation. Si jamais vous décidez d'aller au POBU, vous renoncez à étudier puis à vous reposer avant votre examen. Donc, c'est un coût implicite qu'on ne pense pas nécessairement, mais c'est quand même assez important. Donc, le modèle est peut-être assez simple. Puis la science économique ne va pas essayer de donner une réponse définitive à ce problème-là. C'est sûr que ça peut varier de chacun d'entre vous. Certains pourraient considérer que c'est plus bénéfique de se relaxer avant un examen que d'étudier toute la nuit et d'être fatigué. Mais d'autres pourraient dire que c'est peut-être une meilleure option aussi. Donc, c'est sûr que différents facteurs peuvent jouer en compte, mais de toute façon, vous allez toujours effectuer un arbitrage rationnel pour déterminer laquelle des options est la plus bénéfique. Donc maintenant, on va passer à l'économie du crime en tant que tel. Donc, l'économie du crime, c'est un domaine de l'économie qui a été développé par Gary Becker, qui est un économiste qui a gagné le prix Nobel de la paix de l'économie, en 1992. Donc, le travail de Becker portait beaucoup sur comment l'approche économique peut aider à résoudre des problèmes d'ordre sociaux. Ce qu'on n'imagine pas tout le temps, parce que justement, on a souvent l'impression que l'économie s'intéresse seulement à l'aspect mathématique et à l'argent. Mais Becker avait l'intuition que ça pouvait aider à résoudre davantage de problèmes sociaux. Il va vraiment se concentrer sur le crime, et c'est vraiment lui qui va ouvrir la voie dans ce domaine. Donc, Becker avait aussi un étudiant qui s'appelle Henrik, qui lui a établi 5 postulats de base de l'économie du crime. Donc, quand on parle d'un postulat, c'est un petit peu une information de base d'un modèle économique qui permet justement de développer là-dessus et de créer des modèles plus complexes. Donc, il y a trois postulats qui sont assez intéressants pour nous dans l'analyse du comportement criminel. Donc, le premier, comme je dis, c'est la rationalité. Donc, l'idée que nous sommes tous des êtres rationnels, prenons des décisions par la logique et par un certain sens du calcul aussi. Ça implique aussi que les criminels ont accès à une information parfaite et des anticipations rationnelles. Donc, si jamais vous voulez faire un arbitrage rationnel, vous avez besoin d'informations sensées. Donc, ce que ça peut vous coûter, par exemple, de prendre cette décision-là, ou également les peines que vous encourez si c'est un crime. Donc, vous devez quand même avoir accès à de l'information pour que votre arbitrage soit de qualité. Ensuite, ça implique aussi une distribution stable des préférences pour le crime. Ça doit être un des postulats d'Henrik qui donne un petit peu le plus froid dans le dos. Parce que du point de vue économique, le fait de commettre un crime, c'est pas quelque chose d'inné à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait sur un calcul. Donc, si on suit cette théorie-là, n'importe qui dans cette salle pourrait être appelé à commettre un crime pour différentes raisons. Donc, c'est l'idée que le crime n'est pas nécessairement quelque chose d'irrationnel, mais quelque chose de rationnel, et donc tout le monde peut être appelé à commettre un crime selon les circonstances. Donc, pour être un peu plus clair, je vais faire un exemple. Donc, imaginons que Félix ici, qui est juste ici, trouve que son travail n'est pas assez payant. Donc, il décide de voler une voiture. Ouais. Donc, comme Félix n'est pas fou, il va essayer d'évaluer sa décision de voler une voiture en évaluant à la fois les inconvénients et les avantages. Donc, si on commence par les avantages, donc Félix détermine qu'en vendant la voiture, il préfère 50 000 $. Comme Félix considère qu'il est un assez bon voleur de voiture, il se dit qu'il y a 50% de chance de réussir. Donc, selon le modèle économique du crime, Félix a à peu près un avantage de 25 000 $, parce qu'il y a 50% de chance de réussir, et s'il réussit, il fait 50 000 $. Donc, on considère qu'il y a comme 25 000 $ comme avantage si jamais il décide de passer à l'action. Mais Félix décide aussi d'évaluer les inconvénients. Donc, il considère qu'il y a quand même 20% de chance de se faire prendre, et que si jamais il est pris, l'ensemble de ses punitions, que ce soit comme aller en prison, juste payer une amende, ça va s'élever à 100 000 $. Donc, les inconvénients pour Félix sont environ de 20 000 $. Donc, si Félix fait son arbitrage, il arrive à un gain de 5 000 $. Toutefois, Félix a aussi un coût de renonciation. Il considère que si jamais il décidait de ne pas voler un crime et qu'il travaillait durant tout le temps que ça prend pour préparer le crime et passer à l'acte, il pourrait faire environ 6 000 $. Donc, le gain net final de Félix serait d'environ 1 000 $. Donc, selon le modèle économique du crime, il ne passera pas à l'acte parce que justement, il perdrait de l'argent en volant une voiture au lieu de travailler. Donc, il ne commettra pas de crime. Félicitations Félix pour ta très bonne décision. Conclusion du modèle.
qu'est-ce que ce modèle-là vous inspire? Est-ce que vous trouvez qu'il est complet, qu'il est pertinent? Est-ce qu'il y avait... Ben, ça semble pas éthique comme façon de voir le crime. Pas éthique? Pas éthique. Ben, de voir ça comme quelque chose de calculé, de décider si on fait un crime ou pas. Oui, c'est vrai que c'est quand même un point qui peut ressortir. Mais tu sais, l'économie du crime, c'est quand même une manière d'envisager le crime. Ça ne veut pas dire que les autres manières sont mauvaises, mais c'est plus une autre manière pour essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'il y a un point qui vous a paru intéressant dans ce modèle-là? Outre le fait qu'il est peut-être un peu simpliste, oui. Mais ça peut nous faire réfléchir sur qu'est-ce qui pourrait porter des paysans, par exemple, à faire commencer à planter du coca sur leur terre au lieu du maïs. Oui, c'est plus appliqué, mais c'est une bonne idée aussi. Quelque chose qu'on manque peut-être aussi l'aspect psychologique. Oui, mais c'est comme que Jennifer avait dit, désolé. Oui, c'est vrai que l'approche économique, c'est pas nécessairement une approche qui couvre tous les aspects, mais c'est vrai aussi que ça peut manquer d'approche psychologique. Sinon, un des faits que j'ai trouvé quand même assez important, c'est le rapport à la dissuasion. Donc, si vous avez remarqué, quand un individu décide de passer ou non à l'action, il regarde deux choses. Premièrement, il regarde les conséquences que ça implique. Par exemple, est-ce qu'il va aller en prison, est-ce que ça va lui coûter de l'argent? Mais il regarde aussi l'alternative légale qu'il pourrait avoir au lieu de commettre un crime. Donc, ce qui l'empêcherait de commettre un crime, mais au début. Ça montre bien les deux approches différentes pour réduire le crime. Donc, on a les approches exemptées. Donc, c'est-à-dire trouver une manière d'empêcher le criminel de commettre un crime en lui offrant une autre option plus attrayante. Ou encore les approches ex post. Donc, c'est-à-dire empêcher le criminel de commettre pas seulement empêcher le criminel de commettre un crime, mais le punir de manière à ce que lui ne recommence pas et que les autres soient dissuadés de le faire parce que vu qu'il y a une punition en commettant un crime. Donc, c'est un petit peu l'approche du bâton puis de la carotte. La carotte, c'est un petit peu la récompense pour te pousser à bien agir, puis le bâton, c'est un petit peu la manière de te punir pour s'assurer que tu n'agiras plus comme ça et que les autres n'agiront plus comme ça. Donc, ça peut sembler un petit peu simple comme modèle, mais c'est assez intéressant justement pour penser aux différentes approches face à la criminalité et aux drogues en particulier, parce que c'est un petit peu les différents modèles qui ont été développés à ce niveau-là. Donc, Laurence va par la suite vous expliquer un petit peu plus des différentes approches de la lutte contre les drogues. Et je tiens à souligner, c'est vrai que c'est vraiment une bonne intervention que tu as eue, Tony, sur le fait de la drogue. Je pense qu'on peut peut-être envoyer la porte ici, sans laquelle ça peut bien la les drogues, un des arguments qu'il y a beaucoup dans les pays qui produisent, vous allez pouvoir le voir, le spoiler alert avec votre guide de recherche que vous allez recevoir dans les prochains jours, c'est que, pourquoi ça sort c'est que les gens, dans le fond, qui font de la pousse, mettons, de l'opium ou de la feuille de coca ou des trucs comme ça, il faut penser que s'ils choisissent de faire cet acte criminel-là, c'est qu'ils n'ont peut-être pas l'alternative légale qui est suffisamment payante pour eux, pour survenir à leurs besoins, pour qu'ils puissent faire cette question-là. Oui. Puis, ok, non, il y a le travail qui est pas mal sur les Donc, c'est ça. Puis, avec cette idée-là de dire que justement, il n'y a pas d'alternative légale, c'est peut-être ça que le côté de l'économie va apporter, que qu'est-ce qu'il n'y a pas avec la psychologie, des trucs comme ça, mais qui reste quand même des arguments que plusieurs des pays ont. C'est de dire, OK, mais sauf qu'on veut, si on veut éradiquer la drogue, mais en même temps, on va enlever du travail à des milliers de personnes, juste parce qu'on ne pense pas à qu'est-ce qui va être plus payant pour eux. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être marcher plus sur les alternatives légales que sur la question de dire on va juste prohiber quelque chose. Justement, je vais vous parler des politiques publiques de la drogue que chacun des États peut avoir en optique. Il y en a diverses qui se font, en fait, il y en a partout. Il y a les États-Unis qui ont une prohibition complète, alors que d'un autre côté, on a le Portugal qui a tout légalisé. On a les Pays-Bas qui, en fait... Tout décriminalisé. Tout décriminalisé, c'est vrai. On a les Pays-Bas qui, bien entendu, à Amsterdam, c'est pas un secret sur ce qui se passe par rapport à une certaine tolérance de la drogue. Puis en même temps aussi, on a le Canada qui a quand même légalisé le cannabis. Fait qu'on a beaucoup de places qui se passe plein de choses, où c'est qu'ils ont des positions différentes. Ce qui vient intéressant à savoir, c'est quoi les trois types de législation qui se fait par rapport à ça. Premièrement, c'est bien simpliste ce qui se passe, mais c'est vraiment une idée derrière de ce qui est une législation.
On va penser, premièrement, un pays va soit décider de ne pas criminaliser l'usage de la drogue. On va-tu en prendre un? Je m'en mettrai Ouais, ben, il en manque une partie, mais. OK. Jusqu'à date, on voit. Non, mais jusqu'à date, on voit. OK. Parfait. Donc, un pays peut décider de ne pas, incriminer la drogue, de ne pas d'en faire des poursuites, tout ça. Un autre pays, comme les Pays-Bas que j'ai nommé tantôt, eux incriminent la consommation, mais il n'y a pas vraiment de, en fait à Amsterdam en particulier, il n'y a pas vraiment de contrôle qui se fait, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine tolérance. Et il y a d'autres pays, comme les États-Unis, de façon historique, qui ont fait une incroyable guerre contre les drogues, qu'on appelle, qui est quand même assez historique sur la question. De ces trois façons de faire les législations de la drogue, il y a trois idéologies sous-jacentes qui sortent de tout ça. Premièrement, on a une approche paternaliste avec la prohibition de toute forme de drogue. Ensuite, on a une approche plus médicale, où c'est qu'on va essayer de réduire les risques et les conséquences d'un usage de la drogue, qui s'appelle aussi le harm reduction. Et finalement, on va avoir le concept libéral de la responsabilité individuelle. C'est ces trois idéologies-là que je vais vous parler aujourd'hui, parce que vous parlez de trois types de législation, c'est quand même assez simple de qu'est-ce que c'est comme type de législation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus des trois idéologies. La première étant la prohibition et l'approche paternaliste. En fait, cette approche-là est l'approche qui est utilisée au niveau international sur beaucoup de conventions internationales. Ça encore, c'est une spoiler alert de ce que vous allez lire prochainement dans vos pages de guide de recherche. Et cette idée-là de prohibition, en fait, l'approche paternaliste suppose qu'un État, en fait, sait qu'est-ce qui est bien et mal pour ses citoyens. Donc, c'est l'État qui va décider de légaliser ou pas légaliser un élément qui peut avoir un certain effet sur quelqu'un. Donc, de fait, un État va criminaliser des substances qui ont des effets nocifs sur ses citoyens, puis ce qui est le cas avec les drogues ici. Aussi, l'approche paternaliste s'agit comme un père, donc on veut une correction du comportement, puis on veut remettre un comportement des gens dans le bon chemin. Cette approche-là est aussi associée à la War on Drugs, la guerre contre les drogues que les États-Unis ont eue depuis les années 70 avec Nixon. Puis ça s'est fait aussi bien avant avec une lignée historique d'une prohibition aux États-Unis. On a eu en 1914 le Harrison Narcotic Act aux États-Unis, ensuite le Marijuana Tax Act en 1937, et finalement un des événements les plus prohibitifs aux États-Unis, que je pense que tout le monde connaît. En fait, est-ce que vous avez une idée de quel événement j'essaie de parler? Comme tout le monde connaît ça, il n'y a personne qui ne connaît pas ça. Tommy, vas-y. La prohibition de l'alcool. Exactement, mais tout était pas mal prohibé à ce moment-là. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ça n'a peut-être pas fonctionné à ce moment-là, la prohibition de l'alcool dans ces années? Pourquoi ça ne marche pas encore aux États-Unis maintenant? Non? C'est parce qu'on a tantôt parlé, Henri a dit que dans le fond, on va transposer ici l'idée du inconvénient puis avantage qu'on a vu avec le criminel et on va le transporter à l'État. L'État fait aussi son calcul rationnel face à est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de sous pour combattre autant de crimes, puis finalement, il va finir par trouver un équilibre. Mais dans ce moment-là, quand on voulait la prohibition totale de autant l'alcool que toutes les autres formes de drogue, à ce moment-là, on donnait trop d'effectifs policiers sur la question. Les effectifs policiers ne pouvaient pas juste se concentrer sur la question des drogues, il y a d'autres crimes qui se passent, puis on ne va pas se le cacher, s'ils sont autant intenses sur une drogue, ils ont conscience que d'autres crimes se passent, mais on ne peut pas passer à côté de combattre certains autres crimes juste au nom de la drogue et de l'alcool. Ce qui finissait que le contrôle qu'on voulait faire, la dissuasion, finalement, finissait par ne pas être assez efficace, fait que les gens finissaient par faire le crime pareil. C'est pour ça que la prohibition n'a pas fonctionné dans ces années-là. Puis, donc c'est ça. Les tenants de cette approche-là paternaliste considèrent aussi que, beaucoup avant les années 60 aussi, là, que la drogue avait un effet important sur la productivité des travailleurs. C'est pour ça que c'était vraiment pas idéal d'avoir de drogues légales. C'est souvent parce que une société ne peut pas être
productive qu'autant que si elle n'aurait pas pris la substance qui vient changer sur son comportement. Aussi, pendant les années 60, excuse-moi, l'explosion d'offres de différentes sortes de drogues qui est sorties, soit le LSD, plein d'autres choses comme ça, fait que la clientèle cible est plus tant les travailleurs, mais aussi les jeunes. Ce qui est encore accentué sur l'approche paternaliste, parce que l'État se considère en peur qu'il va venir vraiment protéger les jeunes contre les mauvaises influences qui sont les drogues, toutes les influences qui peuvent venir comme changer les informations, que les gens vont faire les mauvais choix envers les drogues. C'est ça. Et voilà. Puis comme j'ai dit au début, c'est l'approche beaucoup utilisée au niveau international. C'est une approche que dans toutes les conventions, on interdit, on n'essaie pas de comme vraiment mettre l'approche plus médicale que vous allez voir dans pas long ou la libérale aussi. On essaie vraiment plus sur une idée de prohibition, mais en ce moment, ça pose quand même problème. On a des pays comme des pays producteurs comme la Colombie, on a des pays comme la Bolivie, on a des pays en Asie aussi qui réclament que ça ne marche pas aussi parce qu'on ne respecte pas dans la culture, on ne respecte pas aussi certains éléments socio-économiques. Donc, cette idée-là de la prohibition peut peut-être avoir un problème. Puis, je vais peut-être plus me baser sur des effets négatifs aujourd'hui, plus vous parler des effets négatifs de la prohibition aujourd'hui, juste parce que dans le mois prochain, vous allez parler des drogues, mais c'est important aussi on sait de quoi ça ressemble aujourd'hui, mais c'est justement aujourd'hui, on est peut-être là aussi pour remettre en question qu'est-ce qui se passe, parce que vos pays, peut-être qu'ils se remettent en question qu'est-ce qui se passe à l'international. Donc, les effets négatifs. Excellent. Premièrement, on a trois façons, il y a plusieurs effets négatifs qui ont été retracés sur la question de prohiber totalement l'usage de la drogue, mais c'est ça, excuse-moi, j'ai perdu mon fil. Donc, c'est ça. On a plusieurs façons, il y a plusieurs effets négatifs qui ont été retracés, mais ici, on a les trois grands qui sont les plus importants. Premièrement, on a un manque de transparence du marché face à l'idée que le produit est illégal. Quand un produit est sur le marché noir, bien entendu, on ne peut pas avoir un MAPAC de la drogue, on ne peut pas avoir des taxes qui sont faites, on ne peut pas avoir un contrôle qui est efficace parce que c'est les criminels qui s'en occupent et l'État ne peut pas intervenir sur quelque chose qui est nécessairement criminel. Ce qui fait que souvent, il va y avoir une distorsion énorme sur les quantités nocives, sur les composants chimiques, sur les composants qui sont plus addictifs. Ils vont mettre dedans, il y a des drogues, des fois que tu regardes dedans et tu te dis, mon Dieu, si on prend ça, en fait, c'est complètement dégueulasse. Mais pourquoi ces drogues-là existent? C'est souvent parce qu'il manque de la transparence dans le marché, ce qui fait que finalement, il y a des effets négatifs qui se créent. Premièrement, on a le premier cas du Mexique. En fait, les États-Unis avaient commandé un grand aspergement de produits chimiques, de pesticides sur les plantes de cannabis au Mexique, aussi dans plusieurs de ces États. Et au Mexique, ces plantes-là qui avaient été aspergées de pesticides ont continué à être vendues. On continue à être vendues aux gens. Et qu'est-ce que ça a comme effet négatif? Premièrement, ça c'est très clair. Les gens qui ont fumé ce cannabis-là ont respiré une quantité incroyable de produits chimiques. Un autre problème aussi, c'est que si c'est criminel, tu ne peux pas commencer à chialer que tu as été intoxiqué sur quelque chose parce que tu vas t'incriminer toi-même. Ce qui fait qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune façon de pouvoir arrêter les malvenants de cette infraction-là qui est quand même vraiment dangereuse pour une personne sur cette question-là. Aussi, on a eu le cas du crack. Est-ce qu'il y en a qui savent le crack est fait de quoi? L'héroïne. Non, de la cocaïne en fait. C'est de la cocaïne. Le crack est fait de la cocaïne et le crack en fait c'est une addition de cocaïne et de solvant. Est-ce que vous savez dans quelle partie du monde, on peut pas partie du monde, mais dans quelle communauté particulière a sorti cette drogue-là? Afro-américain. Oui, en effet. Puis, est-ce que vous savez c'est quoi le taux d'addiction, en fait, comment ça prend de temps pour qu'on soit addict au crack? Ça prend 1 à 2 fois. C'est quand même assez efficace. Et le crack, en fait, coûte à peu près, coûte vraiment moins cher que la cocaïne. À l'époque, dans les années 90, en fait, on vivait une espèce de crise de la drogue pour les criminels parce que eux, ils pouvaient juste vendre du cannabis puis de la cocaïne, surtout aux États-Unis.
En fait, il y a aussi de l'opium qui se vendait, bien entendu, mais c'est surtout ces deux drogues-là qui se vendaient par le crime organisé. Et le cannabis n'est pas assez fort pour qu'on crée une addiction. Et la cocaïne, qui est quand même assez forte sur l'addiction, était incroyablement chère et était une drogue associée aux communautés blanches, aisées, qui ont accès à l'éducation, qui faisait réduire leur taux d'addiction aussi parce qu'on avait de la prévention sur leurs idées. Donc, du coup, le crime organisé, toutes les gangs de rue ont cherché une nouvelle façon de rendre une nouvelle drogue et a introduit le crack, en fait, dans les communautés afro-américaines, les communautés plus pauvres aussi, de d'autres provenances aussi, dans les communautés, en fait, qui finissaient par être socialement et économiquement exclues. Puis, dans ces communautés-là, en fait, vu qu'ils ont influencé tout ça, puis ils ont rentré tout ça, il y a eu un effet de vague énorme sur ces drogues-là. Le problème là-dedans, c'est que plusieurs chercheurs considèrent que si on avait légalisé la cocaïne, premièrement, on n'aurait pas pu faire des modifications comme ça au produit. On n'aurait pas pu commencer à racheter des solvants qui fait une addiction incroyable qui rend le crack plus dangereux que la cocaïne. Puis on n'aurait pas pu faire naître ce monstre-là dans les années 90. Puis il y a des chercheurs qui considèrent que le crack, en fait, c'est l'enfant monstrueux de la prohibition et des narcotrafiquants. Donc, il y a quand même une question à se poser sur ces affaires-là. Là, ici, je ne suis pas là pour vous dire « j'ai toute la science infuse, la réponse est oui, non, oui, non ». On est là aussi ce soir pour vous passer sur pour partir sur des pistes de réflexion aussi, sur des choses qui sont plus théoriques qu'on n'aurait peut-être pas pensé. C'est pas nécessairement oui, non, oui, non, non plus. Ensuite, on a une augmentation des composantes nocives dans les drogues, les composantes aussi qui sont plus addictives aussi. Le cannabis, avant, avait 7% de THC, maintenant il est vendu à près de 20%. 20%, c'est autant fort que du LSD. Puis si on fait la comparaison, le LSD, c'est la drogue qui nous fait voir des dragons. Là. On compare le cannabis, qu'on fume un joint de pot pour le fun, puis on compare à ça, qui est quand même assez très, très, très puissant ici. Fait que c'est quand même assez une question à se poser sur si on aurait eu une agence pour contrôler tout ça, si on aurait légalisé l'histoire, ou peu importe, si on aurait au moins quelque chose qui pourrait contrôler tout ça, mais les dangers nocifs sur la population pourraient être quand même assez évités. Aussi, le prix élevé de la cocaïne force à ce que les gens l'utilisent par seringue au lieu d'utiliser en le sniffant, ce qui fait que en fait, la seringue par voie veineuse a beaucoup plus d'effet. Et ce qui fait que c'est quand même plus dangereux parce qu'on va se le dire, c'est pas avec une infirmière et dans un environnement stérile que souvent cette drogue-là est utilisée, ce qui augmente vraiment beaucoup les probabilités d'avoir des maladies qui sont propagées comme le VIH, le sida. Même qu'en 1990, l'Europe a même aidé à avoir des programmes de financement face à ça parce que ça venait réellement un problème à cause des seringues. Et voilà. Puis finalement, on a une augmentation de la violence sur le crime organisé, premièrement parce qu'on parle ici, on parle de quelque chose qui est dans un marché noir. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas l'État qui s'occupe de ça, c'est le crime organisé. Puis souvent, qui dit crime organisé, mafia, gang de rue, tout ça, on n'entend jamais d'histoires qui sont à l'eau de rose. C'est tout le temps des affaires qui sont violentes parce qu'on essaie de prendre le dessus sur un marché, on essaie d'avoir le monopole pour pouvoir monter les prix le plus possible, ce qui finit tout le temps en violence. Donc, la prohibition force à une création de marché noir, ce qui force à la montée de la violence sur cette question-là. Puis aussi, ça force aussi à une montée de la violence sur l'usage personnel aussi, parce qu'une personne qui a pris une drogue quelconque, a quand même une plus grande propension à porter un acte dangereux sur une personne plus que quelqu'un qui ne l'aurait pas pris. La deuxième approche est l'approche médicale ou la harm reduction. C'est un peu la partie ex ante à l'utilisation de la drogue. On essaie de prévenir la drogue, on essaie de réduire les effets que peut avoir une drogue. Aussi, quand on achète une drogue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît, en fait, excusez-moi, je vais reprendre ma phrase, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi une externalité négative? Greg, vas-y. C'est une conséquence négative qui provient d'un processus économique,
par exemple une usine qui produit des médicaments contre le cancer et qui dessert dans la rivière d'à côté. En effet, c'est ça. C'est quelque chose qui est aussi utilisé en environnement, mais ici, on va le mettre sur le côté des drogues. Quand tu achètes, admettons, on va mettre une pilule d'ecstasy à 20 admettons. Je sais pas comment ça. Quand tu achètes une pilule d'ecstasy à 20 ben ta pilule d'ecstasy, elle va pas juste te coûter 20 Tu t'arranges avec ton dealer, ça va te coûter 20 Mais sauf que ta pilule, quand que tu achètes ça, même si tu fais une overdose, ça va coûter des sous à la société parce qu'il va falloir qu'il te traite. Si tu commences à être violent sur ton ecstasy et que tu punches quelqu'un en pleine face, ben la personne va devoir aller à l'hôpital parce que tu l'as punché, ça va coûter quelque chose. Puis ça, ces coûts-là sur la société, ils ne sont pas considérés dans les 20 $. C'est ça des externalités négatives, c'est des coûts supplémentaires à la société qui ne sont pas inclus dans le prix de vente. Puis l'approche médicale ou le harm reduction essaie de réduire ces externalités-là négatives en voulant mettre une dissuasion qui est avant l'acte d'acheter et de consommer la drogue. Puis par ça, on veut une prévention, on veut des programmes d'éducation, on veut plein de choses comme ça qui s'est fait un peu partout, comme j'ai dit tantôt avec le programme des seringues. On distribue des seringues pour éviter qui sont propres, qui sont donnés dans les lieux, dans les épiceries qui sont décentes, qui sont vraiment contrôlées, pour éviter que les gens se piquent avec des choses qui sont pas correctes, que finalement ça finit par faire plus de mal que juste le coup que ça l'a fait à se piquer, ça l'a coûté plus parce que la personne maintenant va avoir le VIH ou même le sida, puis va finir par coûter des milliers de dollars à la société parce qu'elle s'est piquée. Donc on essaie d'éviter ces trucs-là, on essaie d'éviter ces coûts-là d'extérieur par ces externalités, en fait par cette idée de réduire tous les effets négatifs. Ensuite, aussi, cette approche médicale-là, justement, reprochait tantôt, c'est les effets négatifs et aussi un peu des critiques des deux autres approches qu'on voit, les effets négatifs sur la production, excusez-moi, ils sont un peu des points que les autres approches veulent apporter. On dit ça manque de transparence, on veut que les composantes chimiques soient plus contrôlées parce qu'on ne veut pas que ça fasse trop d'effets négatifs sur les gens. Mais finalement, si on avait un meilleur contrôle aussi avec justement cette approche médicale-là qui veut apporter un meilleur contrôle, bien, on finit par avoir une plus grande transparence, puis il y a beaucoup de morts qui seraient évitées, parce que selon les experts, il y a beaucoup de morts qui sont expliquées par le manque de transparence des composants des drogues. C'est pas fréquent, c'est pas rare de se faire dire quand on a nos cours de prévention puis toutes les rencontres des gens, mettons quand on était au secondaire, de se faire dire tu peux prendre une pilule d'ecstasy puis tu sais pas, ton ami peut prendre la même sorte mais il n'y aura pas la même composante que toi parce que c'est pas contrôlé. Mais ça, si on aurait une vraie transparence, les réactions dangereuses, les réactions nocives seraient moins présentes, ce qui est un peu cette approche médicale-là. Ensuite, la dernière approche, c'est l'approche libérale de la responsabilité individuelle. En fait, on veut un peu donner la responsabilité à l'individu de faire ses choix, mais en même temps, on veut aussi influer sur son choix. L'État veut peut-être aller chercher plus sur l'offre, de dire on va être plus sévère sur les personnes qui vendent du cannabis, admettons. Donc ici, on va être plus sévère sur les personnes, on veut qui vont les vendre, ce qui fait que les gens vont les vendre plus cher parce qu'il y a plus de risque de se faire prendre, ce qui finit par dire que les gens mais on a tout un budget, puis si notre cannabis devient plus cher, mais on n'en achètera plus. Donc, on essaie de venir aller chercher un peu sur ces agrégats-là, de venir rendre peut-être peut-être les coûts plus chers, ou de venir chercher, peut-être réduire la demande, ou des trucs comme ça. C'est des actions que l'État va faire pour venir avoir vraiment une influence sur l'offre et la demande, pour venir dissuader, encore une fois, un achat de drogue. Ici, on vient vraiment plus se poser, par rapport aux autres approches, on vient vraiment plus se poser sur le choix de l'individu. On ne vient pas dire que tu n'as pas le droit de faire ça. On fait juste dire que tu as le droit, mais tu as plus de risques de se faire prendre. Ou tu as le droit, mais regarde, tu as quand même plus
C'est un peu un agrégat des deux autres approches ensemble, c'est juste qu'on vient vraiment dire tu as ton choix, mais sache qu'il y a les conséquences et il y a une certaine responsabilité que tu dois faire. Cette approche-là se base plus sur justement un côté plus libéral, que chaque individu a le droit de choisir, mais ce qui est beaucoup plus, encore plus axé que les autres dans le but de la dissuasion. Maintenant, on est dans une partie moins théorique, j'ai fini la partie plate, qui est vraiment plus des fun facts. Premièrement, en 1999, on a eu le rapport Rock. Et le rapport Rock classifiait les drogues d'un niveau soit les plus dangereuses, excusez-moi, je parlais. Après ça, on avait les drogues du milieu, un peu les médianes, et on avait finalement les drogues les moins dangereuses. Ces drogues-là ont été classifiées sur la notion de dangerosité, premièrement sur la dépendance physique, sur la dépendance psychique, sur la neurotoxicité, la toxicité générale, la dangerosité sociale, l'existence de traitements substitutifs, etc. Les plus dangereuses qui ont été mis dans la première catégorie ont été l'héroïne, la cocaïne et l'alcool. Ensuite, dans la deuxième catégorie, on avait les psychostimulants, les hallucinogènes, le tabac, et même moi, je ne sais pas c'est quoi, la benzodiazépine. En tout cas, bref. Et finalement, la dernière catégorie avait une seule drogue, qui est le cannabis. C'est quand même intéressant à se poser des questions ici, c'est que, si vous m'avez bien écouté, dans la première partie, on a l'alcool, qui est légal un peu partout dans le monde, sauf à quelques places, sauf à quelques exceptions. Puis finalement, ben, dans la dernière partie, on a le cannabis. Puis même, on considère que le cannabis est moins dangereux que le tabac. Puis en plus, ce qui est quand même assez drôle aussi, c'est qu'on considère que l'alcool est plus dangereux que le LSD, qui, encore une fois, est la drogue qui nous fait voir des dragons. Fait que il y a quand même une remise en question qui est quand même intéressante à voir, qui émane de ce rapport-là. C'est, est-ce que la pensée populaire de toute la partie négative de ces drogues-là, est-ce que c'est réellement qu'est-ce que ça devrait être, puis est-ce que c'est vraiment bien classifié au niveau international, parce que ça, c'est pas ce qui est classifié non plus au niveau dans les conventions. Des autres fun facts, en fait, ça va plus vous porter vous à réfléchir, puis ce qui devient vraiment intéressant. Ici, on a la différence des prix de l'opium. Premièrement, ici, en Afghanistan, Laurence, dans ton pays, que tu vas représenter, ça se vend à 10 cents le gramme. Puis la place la plus chère aussi que ça se vend, c'est en Suède. La Suède, Alice. Donc, en Suède, ça se vend à 184 et 3. C'est quand même assez intéressant de voir la disparité de ces prix-là. D'après vous, qu'est-ce qui fait que c'est autant disparate? Juste quelques idées. Il y a déjà le lieu géographique, la juridiction du pays, et aussi le lieu de production de la drogue. OK. Mathieu? Je connais le cas de l'Afghanistan. C'est le plus gros pays producteur d'opium. OK. Et là-bas, c'est que du temps. OK. Ce qui fait que... Ouais. Ici, c'est peut-être pas le meilleur exemple en plus pour cette disparate-là, mais c'est vrai que l'idée que ça vienne là peut aider sur le prix. Vas-y. Comment ils sont ordinaires la salle tout à l'heure, c'est le coût-bénéfice. S'il y a un dealer en Afghanistan qui vend ça, il a aucune chance de se faire choper, donc il peut le vendre à un prix comme le vendre avec cette autre personne, alors que le gars qui est en Suède, s'il doit se faire choper, c'est même le vendre à 184. En effet. Il y a aussi peut-être une question de se dire les lois sont peut-être plus sévères aussi par rapport à ça, comme tu viens de dire, il y a sûrement plus de façons de se faire prendre. Il y a quand même des questions à se poser. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'était plus facile parce que quand on regarde les pays qui sont moins chers, l'Afghanistan, le Soudan, le Pakistan, l'Iran, l'Inde, ben ça transite par là et ça se produit par là. Fait que c'est pas une question sur pourquoi ça coûte pas cher. Et dans ces pays-là, ici, on a l'Arménie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, c'est les Émirats arabes unis, puis finalement la Suède. Ce qui fait que, en fait, celui qui pose plus de questions, c'est pourquoi les Émirats arabes unis sont là, sont au milieu. Je pense qu'il y a la peine de mort pour les trafiquants. Hein. Et voilà, tout dépend aussi de la force des politiques publiques aussi. Excellent, tu peux te dire. Donc ici, on a la cocaïne, ce qui est quand même assez intéressant. C'est qu'ici, c'est quand même ce qui est vraiment intéressant en fait. C'est que le moins cher, c'est Saint-Vincent et Grenadines à 1,84. Le plus cher est la Nouvelle-Zélande à 483 et 98. Mais le plus intéressant ici, c'était pas le plus cher ou le moins cher, c'est le moins cher, c'est Saint-Vincent et les Grenadines. Mais en fait, la Colombie est là
numéro 4 à 3,50, mais où c'est qu'on produit la cocaïne? En Colombie. Pas à Saint-Vincent et les Grenadines. Ce qui est quand même intéressant ici, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement ici? Parce qu'au sein même de la Colombie, c'est qu'on le produit, c'est plus cher qu'à une autre place. Pourquoi? Mais moi aussi, je me pose la question. Parce qu'on exporte plus, peut-être. Hein? On exporte plus. C'est peut-être, oui, c'est ça, c'est l'histoire peut-être de la route des drogues aussi, parce que la drogue, il faut qu'elle s'en aille à quelque part. Elle doit passer par Saint-Vincent-les-Grenadines. Peut-être là, la juridiction est vraiment, les lois sont vraiment moins sévères, ce qui fait que le deal est vraiment plus facile sur ces questions-là. Ici, on a l'ecstasy qui vient quand même assez, aussi, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que vous savez où a été breveté l'ecstasy? En Allemagne. Ouais. Ouais. il y a un connaisseur ici. Donc, en Allemagne, puis où sont les places où c'est les moins chers? Ben, on est pas mal à côté ici. On est sur les Balkans, avec la Pologne, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine. Puis de l'autre côté, ben, finalement, on finit par se rendre où c'est que c'est acheté nécessairement. C'est acheté. Puis, ce qui fait que les prix peuvent être quand même assez différents. Ici, les prix sont quand même moins différents que les autres, mais là, on parle juste d'une pilule d'ecstasy. On ne parle pas d'un gramme, puis souvent, ben, une pilule, c'est pas mal moins qu'un gramme, bien entendu. C'est peut-être ça qui fait aussi peut-être une différence quand même un peu moins haute que les autres. C'est ça. Ici, ça, c'est un pays en plus qu'on n'a pas, mais qui est quand même intéressant, parce qu'il va être intéressant pour la prochaine photo. On a le Brunet ici, qui est à 70 et 27, qui est le numéro 2 dans les plus chers. Et ce qui est intéressant, c'est avec surtout la prochaine photo. Ici, on a la méthamphétamine, où c'est qu'on a aussi encore une fois la différence de prix, où on a donné ça coûte 5 et au Brunet, ça coûte 500 et 558 Le Brunet, en fait, ce qui est vraiment intéressant à savoir, même si on n'a personne qui le représente cette année, malheureusement, c'est que 94% des toxicomanes au Brunet sont accros à la méthamphétamine. En fait, ils sont accros à des drogues qui sont des drogues qui sont plus chimiques ici, là, comme le cristal meth ici avec la méthamphétamine ou encore l'ecstasy. Ce qui fait qu'on a quand même une demande assez forte, puis sur des drogues qui sont quand même assez très addictives, que les gens ne vont pas renoncer à leur drogue parce qu'il y a un prix qui monte. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de monter le prix comme ça. Ça explique peut-être pas pourquoi c'est à 558 tandis qu'en Moldavie c'est à 5 mais ça explique grandement pourquoi. Fait que finalement, les politiques publiques devraient peut-être aussi faire attention à ça, parce que de finir par faire une grande prohibition, de faire des grosses lois, puis que finalement, si ça réduit ta population de toxicomanes, mais que ça finit que c'est qu'ils prennent toute la même drogue, ben, ils finissent par payer 558 pour un gramme de méthamphétamine, ou encore 70 pour une pilule d'ecstasy. C'est quand même à remettre en question ici, parce que on parle de politique publique qui est supposée faire le bien à sa population. Finalement, tout ce que ça fait? Bien, ça fait que les producteurs ont plus d'argent pour un gramme, puis que les consommateurs finissent par s'appauvrir sur la consommation de cette drogue-là. Et voilà. Et ça, c'est terminé pour notre partie plus théorique. Ok, c'est good. Fait que là, c'est ça, c'est terminé, non, c'est fini là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va passer aux ateliers. Fait qu'on va pouvoir vous mettre en groupe de 3. Ok, non, parce que là, il y en a 4. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va être... Bon, ok. Premier groupe. Après ça, deuxième groupe, les deux dernières. Puis la dernière ligne, ensemble, vous êtes le dernier groupe. Ça va? Excellent. Vous allez pouvoir... premier groupe va être ici avec Félix. Le deuxième groupe va être ici avec Henri. Puis le troisième groupe, tu vas pouvoir aller en arrière plus Ali pour pas être avec tout le monde. Excellent. Fait que c'est ça. Donc, en vous, vous êtes premier groupe. Ben, mais vous allez vous en déplacer tantôt, parce que c'est les deux lignes là. C'est juste pour ça. Hein? Ouais.